nous réunissons dans le cadre du projet Afrique Research Support Hub, un programme qui va nous permettre d'appuyer, on va dire, des chercheurs à travers tout le continent. Et aujourd'hui, nous sommes avec deux intervenants, donc deux panélistes. Ils auront l'occasion de se présenter très rapidement, mais juste pour vous dire qui prendra la parole, nous avons déjà Dr Hervé Bassinga, qui est enseignant-chercheur à l'Institut supérieur des sciences de la population de l'Université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il coordonne plusieurs projets, notamment le projet de renforcement des chaînes de valeur des données infranationales, mais également le projet KickSeeds qui travaille sur les données d'éducation, justement au Burkina Faso et dans deux autres pays, le Sénégal et l'Ouganda en Afrique. Et il a par ailleurs coordonné jusqu'ici la mise en œuvre de plusieurs opérations de collecte de données. Il pourra revenir sur ces exemples durant sa présentation, sur des données de population de grande envergure au niveau du Burkina Faso et à travers l'Afrique de l'Ouest. Nous aurons également Fatou Diop. Fatou est basée au bureau régional EPHRC Afrique de l'Ouest à Dakar. Elle fait un énorme travail pour contribuer au développement institutionnel en alignant les différentes propositions de projets dont nous allons parler aujourd'hui sur les priorités stratégiques, mais également les exigences des bailleurs. Elle reviendra sur ça. Elle fait tout ça en s'assurant du suivi des projets, en s'assurant que le suivi de ces projets, justement, qui sont financés par différents bailleurs, mais elle prend également le temps d'orienter les équipes sur les opportunités de financement. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions dans ce sens si vous en avez. Donc, forte d'un solide parcours académique dans le développement, la gestion de projets et le management, Fatou travaille aujourd'hui avec nous, mais elle a également une grande expérience dans différents programmes de développement, la gestion de la qualité et l'accompagnement entrepreneurial. Donc, sans plus tarder, Hervé, je vais vous donner la parole pour le focus sur les considérations éthiques, c'est-à-dire la première partie de ce webinaire. Encore merci à tous les participants. Mettez dans le chat le pays d'où vous nous suivez. N'hésitez pas à marquer vos commentaires, vos questions au cours de la présentation. Hervé, la parole est à vous. Oui, merci Diama pour l'introduction. Et bonjour encore à toutes et à tous et merci d'être là pour ce webinaire. On s'excuse encore pour le retard. Je crois que je vais aller droit au but hein, pour qu'on rattrape un peu le temps perdu, même si on ne pourrait pas forcément. Diamanex, je ne vais plus passer en revue les présentations. J'imagine que c'est déjà OK avec ce que tu as déjà évoqué. Donc, comme mentionné, nous allons nous entretenir sur un des éléments fondamentaux qui semble être important lorsque vous construisez un projet de recherche ou un plan de recherche. Et comme vous le voyez, il y a bien sûr plusieurs étapes à suivre et des parties essentielles à prendre en compte, dont la prise en compte des considérations éthiques que nous voyons aujourd'hui. Et nous allons essayer de passer en revue l'historique qu'il y a autour des considérations éthiques et ce qu'il en faut réellement pour mener à bien le processus de montage d'un plan de recherche et jusqu'à la diffusion des résultats, tenant bien sûr compte de la mise en œuvre opérationnelle même du plan de recherche qui nécessite le respect de beaucoup de normes en matière d'éthique. Next. Donc, dans l'élaboration d'un plan de recherche, les considérations éthiques ne doivent jamais être reléguées au second plan. Donc, il ne suffit pas en réalité de définir des objectifs clairs ou de choisir une méthodologie voilà, de recherche qui est robuste. Généralement, nous sommes focus sur les aspects de robustesse, mais il est essentiel de réfléchir à l'impact de notre recherche sur les personnes qui sont concernées par la recherche. Donc, la protection des données, le respect du consentement éclairé et bien sûr la confidentialité même des participants sont généralement des piliers incontournables d'un projet de recherche. Donc, en intégrant les considérations éthiques dès la phase de conception même, nous assurons non seulement la légitimité scientifique du projet,
mais aussi son acceptabilité sociale et institutionnelle. Donc, l'éthique ne vient pas après. En réalité, elle accompagne chaque étape du projet, de la collecte des données et également jusqu'à la diffusion, comme je l'ai tantôt mentionné. Donc, voyons un peu d'histoire autour des questions d'éthique. Il faut noter que jusqu'au début du XXe siècle, il n'existait pas en réalité des règles internationales explicites qui encadraient la recherche, surtout celles qui portent sur les êtres humains. Donc, vous l'aurez remarqué avec l'histoire, certains progrès scientifiques ont été obtenus au prix des souffrances infligées à des personnes plus vulnérables. Donc, il faut attendre en 1947 avec le Code de Nuremberg qui a été élaboré à la suite d'un certain nombre d'expérimentations médicales inhumaines menées par les nazis et qui va en réalité conduire à un procès qu'on va appeler le procès de Nuremberg et qui va aboutir en réalité à la rédaction du premier code d'éthique international qui affirme l'importance du consentement volontaire et de la justification même scientifique des recherches. Donc, à la suite de ce code de Nuremberg, nous aurons la déclaration d'Helsinki, voilà, qui a été promulguée en 1964 et qui a été en réalité adoptée par l'Association médicale mondiale qui établit en réalité les fondements de l'éthique et de la recherche médicale sur l'humain, y compris même la nécessité d'un examen indépendant du protocole de recherche. Donc, à la suite de cette proclamation, on aura une des affaires qui remonte aussi dans les années 1900, dont 1979, qu'on va appeler l'affaire de Tuskegee, qui a révélé l'absence en fait de traitements volontaires et informés pour certains hommes afro-américains qui ont été en réalité utilisés dans des recherches et dont le rapport a mentionné vraiment des traitements inhumains et qui ont conduit effectivement à une prise de conscience et cela a conduit effectivement à l'élaboration d'un certain nombre d'éthiques à prendre en compte lorsque nous voulons implémenter une recherche. Nous avons enfin, par exemple, les directives du Conseil des organisations internationales des sciences médicales associées bien sûr à l'OMS qui essaie d'encadrer, surtout pour les pays à faible revenu et intermédiaires, les questions de recherche centrées en fait sur des normes d'éthique à respecter et qui doivent être contextualisées à chaque pays, à chaque continent, pour le cas par exemple de l'Afrique, tenant bien sûr compte de la diversité socio-culturelle et bien sûr des inégalités économiques. Donc, pour le cas, par exemple, de l'Afrique, nous avons aujourd'hui une institutionnalisation des questions de considération éthique à travers la mise en place des comités d'éthique. Pour le cas, par exemple, du Burkina, nous avons un comité d'éthique qui se charge des questions d'éthique en lien avec la recherche en santé. Et au-delà, on a ce qu'on appelle le visa statistique qui n'est pas en réalité adossé uniquement sur des critères de considération éthique, mais qui mentionne la nécessité de prendre en compte tout le caractère de protection des données à caractère personnel et tout ce qui est norme qui entre dans la demande de consentement avant de mener toute opération de terrain. Et cela s'est effectivement imposé de plus en plus au niveau africain et d'où l'objet effectivement de cet échange autour de ces considérations éthiques. Next. Et donc, pourquoi les considérations éthiques en recherche? Bien vrai que l'histoire le démontre à souhait, mais il nous faut aussi travailler à mieux donner l'argumentaire qui soutient réellement cela. Donc, d'abord, les questions de considération éthique dans la recherche sont fondamentales pour assurer que les études soient menées de manière responsable, respectueuse des droits humains et scientifiquement intègre. Donc, leur prise en compte n'est pas une simple formalité administrative en réalité, mais une exigence qui protège à la fois les participants
les chercheurs eux-mêmes et la crédibilité même des résultats que vous aurez à produire. Donc, nous pouvons décliner en fait cet argumentaire autour de 6 points. C'est d'abord protéger la dignité, les droits et le bien-être des participants. Voilà. Bien sûr, la recherche peut effectivement exposer les individus à des risques, voilà, ce qui exige effectivement de respecter l'autonomie même des participants et de prévenir au mieux les dommages et maximiser les bénéfices et assurer effectivement une question de justice dans la sélection des participants. Le deuxième point, c'est de garantir le consentement libre, éclairé et volontaire des participants. Le troisième, c'est assurer la confidentialité et la protection même des données. Nous savons qu'aujourd'hui, nous collectons des données souvent très sensibles qui nécessitent d'être protégées, soit en les cryptant, en anonymisant effectivement les données, de sorte à ce qu'on ne puisse pas remonter sur un individu particulier qui a participé à la recherche. Et cela va également comme étant un des critères fondamentaux à prendre en compte. Les données doivent aussi être stockées de manière sécurisée. Sécurisées parce que nous utilisons des outils informatiques aujourd'hui et il est facile de pirater nos données pour tout autre usage que l'usage primaire qui a guidé les collectes. Le quatrième point, c'est identifier et gérer les risques potentiels. Donc, des mesures doivent être prévues pour encadrer les situations, par exemple, de détresse émotionnelle, hein, des révélations sensibles ou des crises. Vous prenez, pour exemple, l'enquête EDS, où nous interrogeons, par exemple, les femmes en âge de progrès sur leurs pratiques, hein, sexuelles ou leurs comportements sexuels de façon générale. Il est nécessaire que ces dames soient d'abord sensibilisées et en amont sensibilisées sur ce qui sera donné comme interview et au-delà, garder aussi la possibilité de ne pas laisser révéler ces informations à qui à une autre personne. Et la sensibilité, c'est surtout quand il y a des informations enfouies en la personne qui pourraient effectivement ressortir et laisser voir que la personne a, par exemple, des crises émotionnelles. Pour le cas, par exemple, de la santé mentale, quand on l'aborde, on prend les dispositions pour faire des référencements au cas où, effectivement, on constate qu'une personne est à risque de suicide. Donc, il y a des dispositions à prendre en la matière. Il faut aussi renforcer la validité scientifique et la confiance sociale qu'il y a autour de votre projet de recherche. Donc, une recherche renforce et qui respecte les normes éthiques, renforce la crédibilité scientifique, comme je l'ai déjà tantôt évoqué, facilite la collaboration avec les institutions et protège bien sûr les chercheurs contre toute accusation ou voilà, contre toute accusation, surtout des cas d'abus. Voilà, vous expérimentez une recherche sur une population spécifique. Lorsque vous ne prenez pas toutes les dispositions, vous êtes sujet ou susceptible à des cas d'accusation pour des faits parfois non pensés en amont, mais qui pourraient s'avérer être assez critiques et pourraient même carrément jeter de l'opprobre sur votre recherche. Donc, il faut aussi respecter les normes institutionnelles et internationales. Ça aussi, c'est un principe qui s'impose à nous parce que lorsque nous élaborons un projet de recherche, nous partons vers des institutions généralement qui financent et ces institutions ont des normes, hein, qui guident aussi le mécanisme d'accompagnement des projets de recherche. Et donc, il y a ces critères internationaux qui s'imposent à nous et au-delà, aussi l'intérêt aussi de rendre notre recherche utilisable au niveau international par quiconque. D'où toutes ces déclarations effectivement qui entourent surtout la recherche dans les cadres surtout humains et qui nécessitent effectivement d'être respectés. Vous avez en cela la déclaration d'Helsinki, vous avez aussi les sciences de l'UNICEF qu'il faut bien sûr prendre en compte. Next. Et donc, nous pouvons résumer ces considérations d'éthique autour de la recherche en 4 principaux piliers. D'abord, il y a le respect de la personne et ce respect passe d'abord par la demande
de consentement qui doit être libre, sans aucune imposition, sans aucune influence de quiconque, et qui doit être éclairé. Quand on parle de consentement éclairé, c'est un consentement qui nécessite que le participant à une étude soit suffisamment informé des tenants et des aboutissants de tout ce qui entoure la recherche que vous faites. Quelles sont les implications, quelles sont les conséquences, quel pourrait être l'impact lorsque surtout cette recherche pourrait être assez sensible. Et je prends pour exemple les recherches cliniques. Mais au-delà, peu importe la recherche, le consentement éclairé et libre est nécessaire. Le deuxième, c'est travailler à ce que l'éthique recherche plutôt euh, à faire de la bienfaisance et non de la maltraitance. Dans l'histoire des considérations éthiques, c'était surtout travailler à éviter les cas d'abus ou de maltraitance. Et donc, il faut maximiser les bénéfices et réduire les risques. Et lorsque vous montez un projet de recherche, la partie considération éthique vous impose plus ou moins à définir tous ces éléments qui, en réalité, vont aider à maximiser les bénéfices au profit des participants. Il y a aussi ces piliers attachés à la justice. Bien sûr, il faut une équité dans la sélection des participants. L'équité dans la sélection des participants va avec cette question de protocole même scientifique des recherches, surtout de la robustesse de notre thématique des recherches et qui nécessite effectivement de mettre en arrière-plan un système d'échantillonnage assez robuste et qui suppose une sélection à l'aléa. Voilà, ou du moins c'est aléatoire. Ça pourrait ne pas être toujours le cas. Par exemple, pour les recherches cliniques, ça peut être dans la volonté de se déclarer, mais bien sûr, il faudra qu'il y ait un traitement équitable au-delà de la sélection et au cours de la mise en œuvre. C'est des questions de justice. Il y a aussi le pilier intégrité scientifique. Parce que les considérations éthiques supposent une honnêteté dans la démarche scientifique que vous allez mettre en œuvre, de la transparence dans la démarche. Vous n'allez pas truquer les informations que vous allez collecter et cela engage bien sûr votre responsabilité. Voilà. Lorsque vous finissez une étude, toute la démarche est de votre responsabilité et les résultats qui ressortent sur le plan scientifique est de votre responsabilité et il faut bien sûr tenir compte de cette intégrité scientifique dans la démarche d'éthique. Next. Donc, qu'est-ce qui encadre en fait l'éthique au niveau de la recherche? Pour des simples collectes de données, nous avons un minimum à prendre en compte. C'est généralement la rédaction du protocole qui est fait en amont et qui tient lieu de la prise en compte des aspects éthiques et qui prépare en amont tout ce qui va être mis en œuvre par la suite. Et donc, dans ces protocoles, il faut bien sûr déjà tenir compte de la nécessité de prendre le consentement éclairé et cela sera d'ailleurs évoqué par la suite, mais c'est mis déjà en annexe dans le document de projet. Il y a aussi la nécessité de prendre en compte dans la construction effectivement de votre plan de recherche la soumission à un comité d'éthique qui est officiellement reconnu. Il y a des comités d'éthique au niveau national généralement qui imposent que toute recherche, surtout qui est à l'échelle nationale, passe par ces comités afin d'avoir l'aval de mise en œuvre. Et vous devrez, bien sûr, vous y atteler pour pouvoir mettre cela en œuvre. Il y a aussi le suivi et la déclaration des incidents ou effets indésirables. Lorsque vous faites une étude sur la santé mentale, il est évident que vous n'allez pas aller découvrir quelqu'un qui est à risque de suicide et ne pas immédiatement le référer à un centre de santé ou à un centre spécialisé dans la prise en charge. Donc, tout cela doit être bien pris en compte dans le déroulé
du protocole et bien sûr également être mis en œuvre de façon continue durant toute la mise en œuvre du projet. Next. Donc, parlons surtout des spécificités associées à l'Afrique. Donc, l'éthique de la recherche en Afrique repose sur des principes universels. Ce n'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on a des spécificités par rapport aux autres, mais en matière de questions d'éthique, on est soumis aux mêmes règles que dans toute autre partie du monde. Mais nous avons, pour le cas de l'Afrique, des spécificités socio-culturelles, économiques et même institutionnelles qui sont propres au continent et qui nécessitent de contextualiser toujours nos considérations d'éthique. Je prends pour exemple le contexte socio-économique. Il est généralement fragile dans bon nombre de pays. Il y a un faible accès, par exemple, aux soins. Il y a, par exemple, la vulnérabilité économique des populations. Et tout ça peut biaiser le principe de consentement. Les gens peuvent facilement accepter de s'engager dans une recherche juste parce que, en retour, ils s'attendent à quelque chose. Et là, c'est parce qu'ils sont vulnérables. Donc, il faut bien sûr tenir compte de ces éléments lorsque vous menez une recherche. On a aussi les rapports communautaires. En Afrique, si vous partez dans une communauté, bien vrai que vous voulez enquêter peut-être des ménages ou des individus à l'intérieur de la communauté, il faut bien sûr, en plus de ces consentements individuels, prendre en compte la nécessité, surtout en zone rurale, euh, de ce que nous allons appeler le consentement communautaire. C'est tout simplement l'implication des chefs traditionnels, des chefs religieux ou même tout simplement des garants de l'acceptabilité sociale au niveau de nos localités, surtout en milieu rural. Il y a aussi cette diversité du niveau d'éducation. Nous avons un niveau d'éducation assez varié dans certaines de nos localités où on retrouve par exemple une grande partie de la population qui est moins instruite ou pas du tout instruite, instruite du moins, et qui a besoin d'un consentement éclairé. Et le consentement éclairé doit bien sûr prendre en compte le langage ou la langue parlée de ces acteurs au niveau local pour permettre effectivement d'améliorer leur compréhension et de réussir à donner un consentement libre et bien sûr éclairé. Il faut souvent se munir, par exemple, de supports visuels ou d'éléments de traduction qui facilitent effectivement la compréhension de ces communautés pour pouvoir donner un consentement libre. Voilà. On a aussi cette faiblesse institutionnelle ou tout simplement les capacités institutionnelles limitées parce qu'on n'a pas toujours dans tous nos pays des comités d'éthique. Et même quand on en a, c'est des comités qui sont parfois peu dotés en moyens humains et même techniques au vu de la complexité de certaines études spécifiques qu'on veut mener au niveau du continent, ce qui nécessite souvent de recourir à des comités internationaux ou de s'y faire avec, bien sûr, avec les limites. Voilà, on pourrait avoir un consentement pour mettre, ou du moins un visa pour mettre en œuvre une étude, juste parce que le comité aussi n'a pas eu cette capacité d'analyse approfondie qui permet de trianguler tous les aspects nécessaires. Voilà, à prendre en compte. Next. Et donc, pour, en tant que chercheur surtout, nous avons des responsabilités qui conduisent en réalité à ce que nous allons appeler les bonnes pratiques du chercheur. Voilà, c'est toujours tenir compte de l'éthique dans la conception de nos projets et nous travaillons sur nos projets en équipe, on n'est pas seul. Il est toujours nécessaire de former euh, d'abord nos plus proches collaborateurs opérationnels et également les acteurs qui se chargent, par exemple, de faire la collecte des données, c'est-à-dire les acteurs de terrain. Il faut bien sûr les sensibiliser
sur l'enjeu ou du moins sur les enjeux en lien avec les questions d'éthique et qui entourent du moins notre étude. Assurer aussi la transparence, la confidentialité et le droit au retrait. Le droit au retrait ici renvoie au fait qu'on est libre de participer à une étude et durant l'étude, on a la liberté de surseoir ou de se retirer, de s'excuser ou d'abandonner l'étude. Donc, tout cela doit être pris en compte dans notre approche, notre démarche de recherche. Aussi, un élément fondamental, on a cette obligation de redevabilité. Lorsque nous faisons une recherche, nous aboutissons à des résultats, mais en retour, il faut travailler à restituer les résultats aux participants ou aux communautés qui sont concernées par notre étude. C'est une question de redevabilité qui rentre également dans le respect de ces communautés ou de ces participants qui ont pris part à l'étude. Ça leur permet de voir ce qu'ils ont permis d'apporter comme information et si l'information apportée améliore eux-mêmes leurs conditions, leur santé, lorsque c'est une recherche en santé, et au-delà, la vie de la communauté. Next. Donc, dans un projet, il est attendu de façon claire les éléments suivants. Il ne s'agit pas d'éléments exhaustifs, comme ces éléments peuvent être présentés sous un format plus ou moins différent, mais c'est de faire l'effort de faire ressortir tous ces éléments lorsqu'il y a lieu. Décrire le processus de consentement éclairé de façon claire en tenant compte du lieu où vous faites votre étude, en tenant compte des spécificités culturelles et également le choix de faire un consentement écrit ou verbal. Dans nos études, généralement, nous nous concentrons sur des consentements verbaux, mais il peut arriver que le consentement nécessite surtout un écrit signé ou co-signé par celui qui mène l'étude et également la personne qui participe à l'étude. Donc, pour les mineurs, généralement, ou les groupes vulnérables, il faut expliquer comment le consentement sera obtenu. Je prends pour exemple les études mixtes ou les EDS. Quand on veut aborder ces éléments, pour les enfants de moins de 5 ans, on demande le consentement à la mère ou à la personne gardienne de l'enfant. Pour les adolescents qui n'ont pas encore l'âge de la majorité, on demande le consentement soit au chef de ménage, soit à la personne responsable de l'adolescent, ainsi de suite. Donc, il faut fournir également les formulaires de consentement en annexe, comme je l'avais déjà évoqué, dans le plan du projet de recherche. Garantir la confidentialité pendant la collecte des données, c'est un processus qui s'impose. Il faudra bien sûr évoquer cela aussi dans votre protocole de recherche et durant la mise en œuvre, prendre cela en compte. Next. Donc, il faut aussi mentionner les compensations éventuelles. Tout va dépendre de la nature de notre étude. Il y a des études qui nécessitent bien sûr des compensations. Lorsque nous menons par exemple des études sur les questions de malnutrition ou des études surtout au niveau sanitaire, il arrive bien sûr que lorsque l'étude peut avoir un impact spécifique, qu'on prévoit des compensations pour les participants. Décrire aussi la formation de l'équipe pour assurer la conduite éthique de la recherche. Et ça, c'est la structure de notre équipe. Et qu'est-ce qu'on fera, bien sûr, pour que l'équipe soit bien outillée sur les questions d'éthique et les mettre en œuvre tout au long du processus. La gestion des données est un aspect important qui est toujours mentionné dans les protocoles de recherche et où on nous demande de détailler comment nous allons gérer les données, comment nous allons nous y prendre pour éviter que les données soient piratées et lorsque ces données sont aussi piratées, pour éviter que quelqu'un ne puisse identifier un individu particulier dans notre base de données. Il faudra décrire tout ce qui doit être pris comme mesure garantissant cette protection des données. Il faut identifier les risques pour les participants et les mesures d'atténuation qui vont avec. Les risques, c'est lorsque, bien sûr, nous faisons
une étude complexe, sensible, qui peut effectivement conduire à des risques. Il faudra bien sûr que les participants soient informés et comment nous allons nous y prendre pour mitiguer tous ces éléments de risque. Il faut tout planifier dans nos protocoles de recherche. Enfin, il faut préciser les autorisations ou les approbations éthiques à obtenir. Et ça renvoie bien sûr à la recherche d'un visa éthique auprès d'un comité national ou tout autre comité qui pourrait effectivement approuver la fiabilité de notre étude. Next, pour terminer rapidement, j'ai pris plus de temps. Donc, qui parle des recherches parle également des sources de financement. Et les sources de financement sont adossées, bien sûr, à la budgétisation et c'est ce que ma consoeur et Job va développer à la suite de cette présentation. L'éthique s'invite également dans la budgétisation. Donc, le processus d'élaboration d'un budget, d'un projet, doit être précis, transparent et aligné aussi sur les besoins réels et les objectifs de la recherche. Donc, cela va impliquer que vous fassiez des estimations de façon responsable, ne pas surestimer les besoins, ni sous-estimer les besoins, au risque aussi de ne pas aboutir aux résultats escomptés, mais qu'il y ait une estimation budgétaire responsable et s'assurer, bien sûr, que les fonds seront utilisés hein, pour ce pourquoi vous les avez, bien sûr, inscrits dans votre budget. Donc, c'est une démarche intentionnée qui devrait, bien sûr, aboutir à la fin euh, à une conciliation entre le projet de recherche et les ressources qui vont avec, de sorte qu'on sente qu'il y ait une cohérence et une fiabilité assez logique dans ce que vous avez construit comme budget. Cela va en amont avec la construction de la méthodologie et bien sûr aboutir à ce budget qui doit être aussi le reflet de cette méthodologie. Donc, voici présenté rapidement. J'ai pris plus de temps qu'il n'en fallait. J'ose croire qu'on pourra rattraper cela par ailleurs. Donc, merci à toutes et à tous. Je reste à l'écoute après la présentation de Fatou pour les questions. Merci, Job. Merci beaucoup Hervé. Je vais vous remercier en rappelant que vous êtes enseignant-chercheur à l'ISSP, Institut supérieur des sciences de la population, au Burkina Faso. Je rappelle que c'est également un des centres d'excellence de l'UEMOA, c'est important de le préciser. Les participants peuvent visiter les différents sites web qui parlent des travaux et réalisations de l'ISSP, mais également des opportunités de formation, d'encadrement et des travaux de recherche. Merci encore pour ces recommandations assez importantes. On va y revenir. Je vais inviter, avant de donner la parole à Fatou, je vais inviter les participants à ne pas hésiter à marquer leurs commentaires, leurs questions, mais également leurs contributions dans le chat pour que nous puissions en discuter à la fin de la présentation de Fatou. Donc, je vais sans plus tarder pouvoir lui donner la parole. Comme l'a dit Hervé, Fatou va faire le focus sur la budgétisation. On dit souvent que c'est le nerf de la guerre. C'est également le nerf de la guerre dans le cadre des travaux de recherche. Donc, c'est important qu'on puisse savoir comment s'y prendre. Qu'est-ce qu'il faut considérer? Sans plus tarder, je vais inviter Fatou à pouvoir nous édifier un petit peu sur finalement que faut-il considérer lorsqu'il s'agit de budgétisation des propositions de subventions? Fatou, vous avez la parole.
il y aura un budget qui restera. Quelquefois, les audits peuvent ressortir les gonflements des budgets. À part le fait d'éviter le gonflement ou la sous-estimation des coûts, nous avons besoin d'être très précis. Normalement, il y a un slide qui est prévu sur le détail des budgets qui permet ici d'appuyer ce principe de précision, sans exagération aussi pour obtenir plus de financement. Il ne faudrait pas, lorsque vous faites une proposition à une subvention, essayer par exemple de regrouper des activités dans un seul groupe sans pour autant mettre le détail dessus pour donner plus de précision. Pourquoi? Parce que le donneur pourra se dire qu'aujourd'hui, voilà une institution qui a pu aller dans le détail de son estimation des coûts réels des activités qui sont prévues. Ça permet aux bailleurs d'avoir une meilleure évaluation de l'expertise en fait de l'organisation. Et par rapport à l'expertise de l'organisation, cela renvoie au principe de responsabilité. Lorsque vous êtes une organisation, vous défendez l'image de votre organisation et le principe de responsabilité permet d'appuyer rigoureusement toute gestion de fonds. Et à chaque fois, vous avez une possibilité de montrer comment est-ce que vous utilisez vos fonds, comment est-ce que les dépenses sont fonctionnelles au niveau de votre institution, en parvenant à chaque fois à partager vos politiques internes de gestion. C'est important. On pourra développer cet aspect un peu plus tard. Alors, je pense que nous avons déjà parlé de tout ce qui est alignement avec la mission, parce que représenter fidèlement les coûts réels d'un projet revient à s'assurer que chaque poste budgétaire soutient directement les objectifs du projet. Parlons d'objectifs du projet qui est conditionné par l'appel à projet. On revient sur le fait que chaque appel à projet, implicitement et explicitement, admet des règles, des conditions de participation, mais aussi d'octroi de la subvention. Il est important à cet aspect-ci, nous allons le développer un peu plus tard. Comment est-ce qu'on pourrait, au niveau de la phase de pré-candidature, pouvoir permettre d'avoir une revue de la proposition, de l'appel à candidature? Il est important. Beaucoup de propositions ont eu un retour négatif du fait qu'il y ait certains aspects de l'appel à candidature qui ont été négligés. Donc, d'où l'importance du mois, de revoir et d'attacher une certaine importance à la revue des conditions de participation. Next slide. Alors, après avoir parlé des activités en amont avec Hervé, il y a certaines règles à respecter dans la planification budgétaire. Nous avons parlé des principes un peu plus loin qui doivent conditionner l'alignement du budget avec les objectifs et pouvoir permettre aujourd'hui une rémunération équitable de toutes les personnes impliquées. Alors, je vous donne un exemple. Supposons que sur 2 chargés de recherche, vous avez par exemple sur votre budget une présentation où l'effort de travail est le même en termes de pourcentage, mais que les salaires sont différents. C'est un comportement non éthique et qu'il ne faudrait pas adopter dans la planification budgétaire. Il est nécessaire dans la planification budgétaire aussi de pouvoir se questionner sur tous les aspects de la fiscalité, tous les aspects des ressources humaines relevant des cotisations sociales qui doivent déterminer la rémunération du personnel du projet, mais aussi le cadre légal. Donc, les règles de planification ici doivent nécessairement impliquer les règles fiscales locales et celles au niveau international
qui sont plus ou moins prônés par le bailleur. Donc, il suffit ici de comprendre qu'on recherche un équilibre entre les conditions des bailleurs et nos conditions internes. On va dire que toute organisation capable de capter des financements équivalents à des millions de dollars doit avoir une certaine équité et une certaine politique interne qui doit pouvoir se projeter sur les conditions des bailleurs. Alors, cela permet en aval de pouvoir éviter les conflits d'intérêts parce que lorsque vous avez une équipe où vous avez pour le même niveau de responsabilité des rémunérations différentes, donc ce qui veut dire des dépenses injustifiées, cela peut amener des conflits d'intérêts et cela peut avoir d'énormes impacts sur la suite du développement de votre proposition, mais aussi si une fois que votre projet a été accepté, cela va créer des problèmes aussi dans l'implémentation de votre projet parce que vous avez ressourcé des personnes avec des compétences spécifiques qui doivent intervenir sur le projet et que finalement cette personne, pour des questions de déséquilibre dans la rémunération, peut plus ou moins se retirer du projet ou bien avoir un incident en fait sur la qualité du travail qui sera fourni. Donc, c'est des aspects à prendre en compte dans la budgétisation, ce qui permet un équilibre en fait de l'allocation des ressources. Il faut aussi prévoir dans la budgétisation des mécanismes de contrôle, d'où les aspects de réunion de suivi, d'où aussi les visites de terrain qui permettent plus ou moins de contrôler l'exécution des travaux, mais aussi d'avoir des justificatifs sur les dépenses faites et relatives aux activités qui ont été déclarées faites aussi. Cela permet de garantir la redevabilité tout au long du projet. Donc, concernant ces règles de planification, next slide, cela permet de soulever le processus de préparation du budget. Comment est-ce qu'on doit préparer le budget? Pour préparer un budget, il faut pouvoir consulter les personnes qui ont rédigé ou bien qui ont déjà travaillé sur des aspects relatifs à l'opportunité à laquelle on veut soumettre une proposition. Cela implique de contacter, d'échanger avec des chercheurs qui soient expérimentés ou bien qui soient nouvellement diplômés, mais qui ont eu une expérience sur le domaine de proposition et échanger avec eux pour avoir un listing en fait de toutes les activités qui peuvent être implémentées au cours du projet. Pourquoi? Cela a un incident sur la préparation du budget. Supposons que vous faites un budget, mais que vous ne vous êtes pas suffisamment renseigné pour savoir que, voilà, pour un comité d'éthique et pour avoir la lettre d'approbation et pouvoir aller sur le terrain collecter des données, il va falloir que vous payiez, par exemple, 20 000 francs au lieu de 30 000 francs. Donc là, on revient aussi sur les aspects de sous-estimation qui ont été cités un peu plus haut, qui peuvent avoir un incidence sur la gestion du budget. Parce que ça peut ternir en fait euh, la perception qu'on a des compétences de cette structure à pouvoir mener à bien des projets et c'est très disqualifiant pour les bailleurs. Une fois que ces équipes ont été constituées et consultées, la liste des activités, pour chaque activité, vous devez avoir une ligne de dépenses. Et pour chaque activité, cette ligne de dépenses doit pouvoir couvrir le personnel qui sera mobilisé, le matériel qui sera mobilisé, les autorisations nécessaires s'il a lieu. Et aussi inclure le coût d'évaluation aussi de cette activité une fois implémentée. Parce qu'après, on pourra parler de principe de conformité. Est-ce que l'activité qu'on va implémenter, la manière dont on l'a décrite avec les ressources qu'on y a injectées,
permettrait de l'implémenter comme nous l'avons présenté lors de la soumission, mais aussi est-ce qu'ils répondent aux conditions du bailleur. Et c'est à ce moment-là où les spécialistes financiers interviennent à titre de soutien technique pour s'assurer eux aussi, parce qu'ils ont l'expérience de recevoir chaque jour des rapports financiers, parce qu'ils ont l'expérience de recevoir chaque jour des budgets de propositions pour les subventions. Aujourd'hui, ils peuvent être et sont nécessairement même, pour ne pas exagérer, conseillés sur la recevabilité ou non de ces budgets qui sont préparés. Donc, à ce niveau, il convient de soulever les bonnes pratiques à adopter sur la préparation des budgets. Vous avez des coûts admissibles et non admissibles qui sont identifiés en amont par rapport à la lecture de l'appel à candidature. Donc, c'est l'une des premières, ça fait partie de l'une des premières étapes de l'estimation des budgets. Décomposer la proposition en blocs de travail ou activités. Donc, lorsque vous avez un plan de travail qui inclut les activités, leur durée d'exécution, les personnes qui sont responsables de son implémentation et puis aussi le budget affecté, vous allez les regrouper entre différentes thématiques. Cela vous permet aujourd'hui d'avoir une meilleure lecture, une meilleure visibilité du travail qui sera fait, mais aussi cela permet de faciliter la spécialisation de chacun par rapport au travail qui sera donné. Identifier les catégories de coûts, nous l'avons dit un peu plus haut, tout ce qui est relatif aux ressources humaines, tout ce qui est relatif aux outils qui devront être utilisés, tout ce qui est relatif à la dissémination des travaux en fin de projet, tout cela est à intégrer. Il ne faut pas oublier aussi un aspect assez important, et je tiens à m'attarder dessus, parce que vous avez des normes, en fait, et une certaine régulation en termes de budgétisation qui est différente d'un bailleur à un autre. Donc, en termes de cette notion de caractère budgétaire, ce qui est intéressant de relever, c'est qu'il faudrait à chaque fois se référer à la politique budgétaire en termes de gestion de subvention du bailleur pour pouvoir aujourd'hui identifier les coûts réels. Les frais généraux d'un bailleur à un autre qui sont justifiés diffèrent. Il est important à ce niveau-là aussi de pouvoir faire très attention et de s'assurer à chaque fois que nous avons l'information exacte sur le taux de frais généraux appliqué pour chaque bailleur. Donc, il y a des fois où certains bailleurs partagent un modèle budgétaire et quelquefois la difficulté, c'est quelles sont les dépenses qui vont entrer dans telle case, quelles sont les dépenses qui vont entrer dans les frais directs ou dans les frais indirects. À ce moment-là aussi, le soutien des spécialistes financiers sera d'un apport assez important. Alors, une fois que vous avez le budget, quelquefois le bailleur ou bien les évaluateurs de votre proposition ne comprennent pas certains aspects de votre budget. Il faudrait à chaque fois préparer une note explicative du budget qui pourra étayer un peu plus sur pourquoi certains coûts sont affectés, par exemple, à des postes de dépenses alors que ça aurait été moindre. Cela permet de vérifier la cohérence et de corriger les erreurs avant la soumission. Et une fois qu'on a parcouru ce processus de préparation, on a aujourd'hui des différences en fait en termes de politique de coûts directs et de coûts indirects. Cela permet de justifier certains coûts qui sont exclus par certains bailleurs. Et tous ces renseignements-là aussi, vous allez les retrouver au niveau des conditions et des politiques du bailleur. Sachant que toutes ces conditions-là sont présentes sur la majorité des plateformes des bailleurs, ces conditions même sont incluses dans les différents contrats de subvention qui sont signés.
À titre d'exemple, vous avez pour les coûts indirects de l'organisme Wellcome Trust, des taux de coûts indirects qui ne doivent pas dépenser par exemple 20%. Pour la fondation Bill and Melinda Gates, ils ne doivent pas dépasser du moins 10%. Donc, vous avez ici tout ce qui doit être inclus dans les coûts directs et dans les coûts indirects. Next. Alors, voici d'autres termes que vous pourrez retrouver dans les propositions de subventions qui sont relatifs à la budgétisation. Vous avez le cofinancement. Alors, cofinancement, c'est lorsque le bailleur peut couvrir une partie des, des frais, en fait, relatifs à un budget et que soit vous, en tant qu'organisme, pouvez compléter, soit un autre organisme peut compléter. Donc, c'est une obligation contractuelle qui couvre une partie du budget du projet. Vous avez le préfinancement, c'est lorsque vous, en tant qu'organisme, vous allez avancer les frais et que vous soumettez plus tard une facture au bailleur pour qu'il puisse vous rembourser les frais que vous avez avancés. Alors, les contributions en nature. Vous avez par exemple dans un projet où pour faire des ateliers, on vous prête par exemple une salle municipale. Alors là aussi, il faudra budgétiser. La budgétisation consistera juste à évaluer le coût de location de la salle et de l'insérer. Et c'est pareil pour le personnel, un personnel qui est mis à disposition parce que vous avez signé une convention avec une autre structure ayant les compétences dont vous avez besoin au sein de votre projet. Il décide de mettre à disposition son personnel. À ce moment-là, il faudra budgétiser le temps que le personnel met sur le projet. C'est pareil pour les matériels et les services. Alors, les partages de coûts, ils sont semblables au cofinancement. Mais ici, cela désigne en général la contribution de bénéficiaires à un pourcentage donné. Donc, supposons qu'on veut mettre en place un puits dans un village et qu'on demande un pourcentage de contribution minimale aux populations qui sont les bénéficiaires. Ça, c'est un partage de coûts. Les coûts admissibles, c'est les dépenses qui sont autorisées et les coûts non admissibles, nous l'avons dit un peu plus haut, qui sont exclus par rapport à la spécificité de chaque bailleur. Next slide. Alors, les éléments clés à prendre en compte. Il faut veiller toujours la conformité entre le budget et les activités qui sont prévues. C'est important parce que les bailleurs, à chaque fois, lorsqu'ils évaluent votre proposition, s'il y a un poste de dépense qui manque par rapport à une activité, c'est synonyme de rejet de votre proposition. Il faut prendre en compte l'inflation, donc à taux constant ou à taux courant. À taux constant, vous avez un taux de change qui ne devrait pas changer. Donc, c'est déconseillé en termes de budgétisation. Il faudrait prendre en compte les taux courants. Alors, il faut respecter les taux indirects qui sont autorisés à chaque fois, d'où les mécanismes de suivi. Tout à l'heure, j'avais parlé de reporting financier, mais il est inclus dans le reporting financier. Les taux d'absorption, c'est-à-dire que chaque mois, vous savez à peu près quel pourcentage du budget global est-ce que vous avez consumé pour les activités. Cela vous permet de voir est-ce que vous avez trop dépensé pour certaines activités alors que vous aviez prévu de moins dépenser. Et est-ce que avec le budget restant aussi, vous allez pouvoir réaliser le reste des projets. Donc ça a un impact. Il faudrait faire attention à ces aspects-là et comprendre aussi. Et j'insiste vraiment sur cet aspect, les conditions de paiement du bailleur. Il nous est arrivé des cas où nous avions des partenaires qui travaillaient, mais qui ne travaillaient pas en synergie au sein de leur organisation, de sorte que la personne qui avait signé l'accord de subvention ne l'avait pas partagé au reste de l'équipe pour qu'elle puisse comprendre que déjà, ils travaillent sur deux thématiques différentes, mais aussi que ces deux thématiques différentes étaient sujets à des contrats différents, ce qui veut dire que c'était deux paiements différents. Il est important à ce stade-là de vérifier le plafond budgétaire qui est imposé pour ne pas avoir des relations enlisées avec le bailleur parce que
supposons qu'il y ait des activités qui restent sur un projet, mais qu'il n'y ait plus de budget, il faudrait être assez transparent pour justifier qu'est-ce qui a fait qu'il ne reste plus de budget. Si c'est lié par rapport à une mauvaise gestion des fonds, cela pourrait avoir des incidences sur la suite du projet, mais aussi sur votre réputation, sachant qu'il peut y avoir d'autres appels à candidature auxquels vous pourriez postuler. Enfin, next slide. Il faudrait, par rapport aux exemples qu'on a donnés, éviter des pièges courants. La sous-estimation des coûts qui revient toujours, la mauvaise allocation des fonds. Alors, il est arrivé des fois où le taux qui était accordé pour la rémunération du personnel dépasse ce qui avait été prévu ou annoncé. À ce moment-là, vous aurez des problèmes pour rémunérer votre personnel, c'est-à-dire des pièges à éviter. Donc, il faudrait à chaque fois qu'on fait de la budgétisation sur votre personnel, vous renseigner sur les normes de régulation en termes d'emploi au niveau local. C'est important. Les angles morts d'éthique. Oubliez la rémunération équitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous connaissez une personne, elle a un peu plus d'expérience qu'une autre personne avec le même intitulé de poste. Cherchez à être très équitable dans votre politique de rémunération. Ce n'est pas parce qu'on connaît une personne ou bien un chercheur qui a une pléthore de recherches à son actif qu'il faudrait aujourd'hui négliger le cadre légal pour assurer l'équité en termes de rémunération. La non-conformité aux règles du bailleur qui font que dans l'avenir, vous pourriez mettre en jeu le futur en fait de votre organisation parce que toutes les organisations fonctionnent sur la base majoritairement de subventions. Le fait d'avoir une très mauvaise image auprès du bailleur pour non-conformité, surtout en termes de partage de coûts ou de dépenses inéligibles, cela peut être très disqualifiant pour une proposition. D'accord? Alors, tout ce qui est budget prévu, budget pour des imprévus ou des retards, tout cela, normalement, doit entrer dans les overheads, ce qu'on appelle les frais généraux. C'est des aspects qu'il ne faudrait pas négliger. Et pour conclure, sachez qu'en termes de budgétisation, le mot-clé, c'est justification. Justification. Pourquoi est-ce que vous avez dépensé 1 centime au lieu de l'économiser? Pourquoi vous avez économisé 1 centime au lieu de le dépenser? Pour vous assurer une bonne intégrité et pouvoir avoir une bonne proposition par rapport à votre budget. Voilà en termes de considération éthique, en termes de budgétisation, ce dont on avait à partager sommairement, hein, parce que le sujet est très vaste. Nous avions prévu quelques cas de présentation, mais nous allons le faire sous forme d'échange avec les différents participants. Merci beaucoup, Diamant. Merci. Merci beaucoup, Fatou. Merci beaucoup, Hervé. Je vais vous inviter, si possible, à allumer vos caméras, ne serait-ce que pour que les participants et participantes qui nous ont rejoints en cours de webinaire puissent vous voir. Je voudrais en tout cas vous remercier pour la pertinence des interventions et inviter les participants à prendre la parole. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des contributions. Nous avons encore un peu de temps pour échanger. Vous avez écouté Hervé Bassinga qui est revenu sur les considérations éthiques dans le cadre d'un projet, d'un plan de recherche. Il est revenu sur les bonnes pratiques du chercheur. Il est revenu sur plusieurs aspects à prendre en compte, aussi bien sur le plan socioculturel que sur le plan technique de la recherche. Fatou est revenu sur plusieurs aspects concernant les principes de la budgétisation, les aspects à prendre en compte pour s'aligner finalement aux exigences du bailleur, les pièges à éviter en matière de budgétisation. N'hésitez pas à partager vos questions, vos contributions et vos commentaires. Il vous suffira juste de lever la main. N'hésitez pas également à utiliser le chat.
Je vois déjà dans le chat, on demande si après on peut avoir les présentations. Toutes les présentations du programme ARSH de APHRC seront disponibles sur le compte YouTube de APHRC. Donc, vous pourrez avoir l'occasion de revoir ce webinaire, de partager le lien YouTube auprès de vos collègues, d'autres chercheurs, etc. Donc, en tout cas, la vidéo sera disponible sur YouTube pour que vous puissiez revoir un petit peu les explications et les slides qui ont été partagés par nos deux intervenants. Docteur Hervé et Fatou, nous avons des participants de plusieurs pays. Nous avons le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, et également la Suisse, si j'ai bien noté. Et première question, est-il éthiquement acceptable de démarrer une étude pilote sans avoir obtenu l'approbation préalable du comité d'éthique? Je pense que cette question va plutôt s'adresser à vous, Hervé. Oui, oui, Je vais vous laisser effectivement. répondre. OK, Merci. merci, Diop. En principe, il n'est pas acceptable de démarrer surtout les opérations de terrain qui nécessitent déjà de se confronter plus ou moins aux acteurs qui participent à l'étude sans avoir eu au préalable l'approbation d'un comité d'éthique. Cela peut se justifier sur plusieurs faits. Certes, on a vu des études qui ont démarré pour des raisons d'agenda bien avant d'avoir l'approbation. Je m'en vais pour donner un exemple du Burkina où nous avons mené une enquête sur le palu sans avoir eu au préalable l'approbation du comité d'éthique. Et par la suite, les résultats posaient un problème spécifique parce que l'enquête a couvert jusqu'à une période où ce n'était pas le pic palu. Et on s'est retrouvé avec une prévalence du palu qui était faible par rapport à ce qui est plus ou moins attendu. Et du coup, les acteurs ont pointé du doigt le fait que le comité d'éthique n'a pas été consulté avant de démarrer l'opération. Et au final, les données ont été rejetées. Donc, si vous menez une recherche, il est toujours bien de vous assurer d'avoir l'approbation du comité d'éthique en anticipant dans votre agenda toute cette planification. L'approbation du comité d'éthique doit être demandée en amont et très tôt, avant même de penser aux opérations de terrain. Merci. Merci beaucoup Hervé. Fatou, je ne sais pas si il y a un élément que tu veux ajouter. Je sais que tu travailles beaucoup avec les chercheurs. Donc, est-ce qu'il y a un élément que tu veux ajouter à ce sujet? Oui, Jama, merci. Tout à fait. À part cette question d'éthique sur les données qui peuvent être acceptées ou pas, l'autre problématique qu'on a sur le fait d'avoir l'approbation éthique, c'est que ça a des répercussions sur le budget. Ça peut faire exploser le budget d'une recherche. Ce que peut accepter euh, une institution ou ce que peut refuser une institution, c'est avoir un budget additionnel par rapport au budget initial. Donc, lorsque vous commencez une étude sans une autorisation de collecte de données, alors qu'est-ce qui se passe au niveau budgétaire? C'est-à-dire que vous avez déjà formé des enquêteurs, c'est des fonds que vous avez injectés. Vous avez déjà identifié des sites. Il peut y avoir des coûts logistiques qui y ont déjà été avancés. Et que, in fine, au moment où vous devez commencer, et que vous avez peut-être contractualisé les chercheurs, les collecteurs de données sur le terrain, que vous ayez déjà eu à avoir payé 1 mois, 2 mois de rémunération à ces personnes, mais que ces rémunérations sont en vain parce qu'elles n'ont pas pu faire la collecte de données. C'est nécessaire. C'est une démarche à ne pas encourager pour ne pas plus tard avoir une explosion de budget, des incidences en fait, parce qu'on risque d'absorber le budget de ces
mois d'activité sans autorisation et de manquer de budget pour le reste des activités qui doivent se dérouler sur les périodes à venir. Donc, c'est fortement déconseillé. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fatou. Je vais rester un petit peu avec toi. Nous avons une autre question. On nous demande si déjà vous pourriez revenir un petit peu sur les coûts directs et indirects pour mieux comprendre. En tout cas, elle nous dit qu'elle a été confrontée à ça. Donc, si vous pouvez juste détailler encore un petit peu par rapport aux coûts directs et indirects. Donc, la question revient et elle nous demande si on peut juste mettre une ligne dans le budget, mettre coûts directs et indirects avec des montants sans les détails. Est-ce que c'est une pratique acceptable? Non, pas nécessairement. Pas acceptable dans la mesure où ces coûts sont détaillés dans les budgets. Donc, tout à l'heure, quand je faisais la présentation, j'ai bien précisé des pratiques qui sont déconseillées, comme le fait de regrouper des postes de dépenses et de le présenter comme des forfaits. C'est très disqualifiant du point de vue des donneurs. D'où la nécessité de pouvoir détailler ces frais indirects et indirects. Donc, dans un budget, on ne laisse pas un montant forfaitaire en l'appelant juste coût indirect. Je pense que je ne sais pas si Zola, vous avez eu la réponse à votre question. Ce n'est pas une pratique acceptable, nous dit Fatou. Il faut toujours prendre le temps de détailler et d'expliquer en tout cas, ce que ces coûts contiennent. Est-ce que nous avons d'autres commentaires, interventions? Merci beaucoup, Zola. D'autres interventions? Chers participants, il nous reste encore un petit peu de temps, sachant que nous avons démarré avec un peu de retard. On peut juste prendre quelques minutes pour finaliser et permettre à tout un chacun de pouvoir intervenir s'il le souhaite. Est-ce que quelqu'un veut poser une question, partager une contribution ou faire un commentaire? En attendant, Fatou et Docteur Hervé, est-ce qu'il y a des aspects que vous vouliez souligner avant qu'on puisse progresser vers la clôture? Nous avons la main de Armel. Armel, vous avez la parole. Armel, vous pouvez y aller. Merci. Ok, bonsoir à tous. Merci encore aux deux panélistes pour leur brillante présentation très claire. Je n'ai véritablement pas de questions assez pointues. Des questions de compréhension à mon niveau. C'est la première question revient d'abord même à la modératrice. C'est comment est-ce qu'on peut intégrer l'équipe de EPHRC? Comment est-ce qu'on peut intégrer l'équipe de chercheurs de EPHRC? Et ma question pour le premier panéliste, c'est un mot qu'il a utilisé pendant sa présentation comme consentement verbaux, consentement communautaire. Et moi, c'est vrai que je n'ai jamais été impliqué en amont dans les processus d'éthique, mais j'ai participé à des enquêtes où c'était le consentement éclairé écrit. Et comment est-ce que ça se passe avec les consentements verbaux, s'il pouvait revenir un peu sur ces explications. Et il a également aussi parlé de compensation éventuelle, c'est-à-dire de prévoir, de mentionner des compensations éventuelles. Qui fait cette compensation et voilà, qui fait cette compensation? Maintenant, ma question à la deuxième panéliste, c'est au niveau des coûts directs ou indirects. Ce que les Anglais disent souvent overhead, les frais administratifs sont des coûts indirects. Est-ce qu'en dehors des frais administratifs qui sont des coûts indirects, il y a d'autres coûts indirects qui sont mentionnés dans la rédaction des budgets de projet? Merci bien et j'espère que vous m'avez entendu. Merci beaucoup, Armel, pour ces différentes questions. On va démarrer avec Docteur Hervé.
Docteur Hervé, nous avons deux questions de la part de Armel. Je vais vous laisser y répondre, s'il vous plaît. Ok, merci Fatou, merci à Arbel pour ces deux questions. Pour le consentement éclairé, il peut être verbal comme il peut être écrit. Verbal juste parce que on montre ou du moins on décrit à la personne qui participe à l'étude de façon détaillée et de façon explicite euh, les raisons qui motivent l'étude et les implications possibles qui sont associées à l'étude. Et donc, quand c'est fait de façon verbale, la personne peut tout simplement répondre par le oui lorsqu'on lui demande êtes-vous disposé à répondre, par exemple, à nos questions, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une enquête. Voilà. Et ça serait écrit lorsque, effectivement, nous avons mis sur un support physique, genre du papier, et on demande à la personne de signer. Et là, le consentement, il est écrit. Et donc, il y a ces deux possibilités, même quand couramment, nous utilisons beaucoup plus le consentement verbal. Pour le cas spécifique de l'Afrique, comme je l'ai dit, nous avons un contexte souvent assez varié culturellement et qui nécessite, surtout en milieu rural, un consentement communautaire qui n'est pas un consentement demandé sur la base d'un papier où on demande l'autorisation, mais c'est plutôt l'approche d'introduction dans nos communautés pour mener une étude nécessite que les acteurs qui garantissent plus ou moins l'acceptabilité communautaire à adhérer à une étude soient informés de façon claire et également qu'ils donnent leur consentement parce qu'à défaut, ils pourraient bien sûr tenir d'autres propos de refus et sinon même inciter déjà ceux qui voulaient adhérer à votre étude à se désengager. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire. Pour les compensations, il faut noter que ça ressort surtout dans les cas d'études cliniques qui parfois nécessitent de tester un vaccin ou un médicament particulier sur un patient ou sur des volontaires qui s'engagent à participer à l'étude, mais en retour, il peut y avoir une compensation financière. Ça peut être tout un ensemble de prises en charge qui associe au-delà même du patient des personnes de sa famille au cas où la personne viendrait à succomber suite au test. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments qui entourent cela. Et c'est pas, je peux profiter répondre à une des questions que j'ai vues dans le chat qui est posée par Soumaïla et qui demande s'il était toujours acceptable de mener une recherche si elle peut causer un certain inconfort aux participants. Les recherches sont en réalité indispensables lorsque nous voulons bien sûr aboutir à ce que nous appelons généralement les inventions, telles que les vaccins et bien d'autres types d'inventions qui aident aujourd'hui à se soigner. Il y a parfois des risques, mais il faut travailler à les minimiser. Et il faut aussi exposer de façon objective et claire les risques encourus par les participants. Mais il ne faudrait pas aussi abuser lorsqu'on sait clairement que le protocole de recherche peut conduire à des risques très élevés de décès ou d'handicap ou tout autre type d'impact qui pourrait ne pas être bénéfique pour les patients. Et les comités d'éthique les suspendent ou refusent la mise en œuvre. Donc, c'est une question assez difficile à répondre par un oui ou non, mais tout se fait au jugement vraiment de l'impact possible qu'on pourrait avoir. Donc, merci, Diamant. Merci beaucoup, docteur Hervé. S'il y a encore des éclaircissements, sans doute qu'ils reviendront dans le chat, à travers le chat, pour justement poser les questions. Fatou, est-ce que tu as des éléments à ajouter par rapport à ce que docteur Hervé vient de dire? Et surtout, si tu peux répondre également, il va nous rester une dizaine de minutes aux différentes questions qui t'ont été adressées. Merci beaucoup. Merci, Diamant. Merci, Hervé, aussi, pour avoir répondu à cette question. Juste un aspect
que je trouve aussi important sur le consentement, l'importance des langues locales et qui a un incident sur la budgétisation. Si vous faites un projet où ça a lieu à une localité, vous, en tant que chef de projet ou bien un membre de l'équipe de recherche, où vous y allez et que vous ne comprenez pas cette langue, si vous oubliez dans votre budget de mettre un poste de traduction d'interprétariat, vous allez avoir des problèmes. Parce qu'on cherche en fait la précision des données à collecter. Donc, vous risquez de faire des estimations au lieu de viser la précision. Ça a des considérations aussi bien au niveau de l'éthique d'implémentation, mais aussi de l'éthique budgétaire. Il est important de prendre ça en compte. Merci. Merci. Merci beaucoup, Fatou. Peut-être que tu peux peut-être en profiter pour répondre aux deux interpellations. Ça revient hein, sur les coûts directs et indirects. Je pense que c'est des soucis auxquels les chercheurs et les équipes de recherche sont souvent confrontés. Je vois que tu as mis un commentaire un peu plus détaillé dans le chat, mais je te laisse élaborer sur ça si tu veux redire quelques mots autour de ça. Alors, il faudrait comprendre par tout ce qui est frais directs, coûts directs, les deux appellations qui sont assez courantes, qu'il faudrait inclure toutes les dépenses qui sont directement liées à l'exécution du projet. Et que de manière plus globale, les coûts indirects sont toutes les dépenses qui sont liées à la gestion de votre organisation, mais indexées au budget du projet. Je donne un exemple. Vous êtes une organisation lambda avec un projet de 2 millions. Votre organisation a un budget global de fonctionnement de 6 millions à l'année, on va dire. Vous allez prendre ces 2 millions, vous allez estimer au prorata la valeur qu'elle a par rapport au budget global de votre institution. Une fois que vous l'avez estimé, et après, à ce moment-là, le montant que vous aurez sur le pourcentage en fait du projet par rapport à votre budget global de fonctionnement, vous allez prendre le taux référent qui est indiqué dans l'appel à projet. Donc, dans l'exemple qui a été donné dans la présentation, c'était Welcome, où on avait 20% de coûts indirects à ne pas dépasser. Vous allez prendre ce pourcentage-là, vous allez l'indexer sur la part du budget du projet sur le budget global de fonctionnement de l'organisation. C'est comme si, par exemple, on vous dit, voilà le budget de la maison, et puis voilà le budget, par exemple, de Noël. On vous dit que pour Noël, vous ne devez pas dépasser 20% de votre budget de Noël sur votre transport. Donc, voilà comment est-ce qu'ils sont calculés, voilà ce à quoi est-ce qu'ils servent. Il faut bien faire la distinction. Les coûts qui sont relatifs au budget de Noël sont les coûts directs. Le pourcentage que vous ne devez pas dépasser sur votre transport représente vos coûts indirects. Est-ce que c'est un peu plus clair pour tout le monde? Donc, dans le coût direct, il faut inclure le personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous mettez le personnel, ce n'est pas le salaire net. Il faut prendre le salaire brut parce que les cotisations, contributions sociales, qu'est-ce qui va les payer? C'est le projet, n'est-ce pas? Le temps affecté, le temps que le personnel a sur ce projet-là, il a un pourcentage sur le salaire global du membre de l'équipe. Donc, il faudrait intégrer ces charges-là. Donc, c'est le montant brut du salaire à mentionner. Très bien. Merci beaucoup Fatou. Je vérifie très rapidement si nous avons encore des questions. Donc, vous avez des remerciements par rapport aux différentes interventions qui ont été faites. Merci, Dr. Hervé, merci Fatou. Je vérifie si nous n'avons pas d'autres mains levées. Parce que le cas échéant, nous allons pouvoir progresser vers la clôture. Je vais juste rappeler que c'est une série de webinaires que nous allons déjà tenir toute l'année. Les webinaires sont mensuels, donc chaque mois, il y aura une nouvelle thématique, mais toujours dans le cadre de la recherche, dans le cadre du renforcement de capacité des chercheurs.
Ce webinaire est en français, donc il est particulièrement destiné aux Africains francophones. Vous noterez sur la page, sur les différentes pages social media de APHRC que ce webinaire existe également en anglais. Donc, toutes les vidéos, vous pouvez les retrouver sur la page YouTube de APHRC. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre les précédentes sessions, vous pourrez les retrouver. Pour le mois de juin, il y en aura exceptionnellement 2. Donc, suivez les différentes pages, plus spécifiquement celle sur LinkedIn de APHRC pour avoir les différentes dates et pouvoir vous inscrire et y participer. N'hésitez pas, vous pouvez également via ces différentes pages écrire à APHRC. Je vais en profiter pour répondre à Armel qui demandait comment intégrer les équipes de APHRC. Je précise juste que vous avez dit comment intégrer les équipes de recherche de APHRC. Justement, je le précisais au démarrage, nous n'avons pas que des chercheurs. APHRC travaille sur 3 piliers, la recherche, le renforcement de capacité justement des chercheurs et des travaux de recherche, et également tout ce qui va être engagement des décideurs, plaidoyer et communication. Donc, ce sont les 3 piliers sur lesquels APHRC travaille à travers le continent. Oui, APHRC a souvent des postes ouverts, que ce soit au bureau régional Afrique de l'Ouest basé à Dakar ou au niveau du siège basé à Nairobi. N'hésitez pas à suivre nos pages, n'hésitez pas surtout à visiter le site internet où toutes nos offres, en tout cas d'emploi, de quelque catégorie que ce soit, s'y trouvent. Je sais qu'il y a actuellement plusieurs offres qui sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas à consulter nos différentes pages web pour pouvoir être au courant des différents postes qui sont disponibles à travers le continent. Nous travaillons dans plusieurs pays. Nous avons différents projets dans différents pays. En général, tout comme nous le faisons par exemple avec l'ISSP au niveau du Burkina Faso, nous travaillons avec les institutions nationales qui sont souvent basées dans les universités ou qui sont des institutions nationales, par exemple de statistiques, de démographie, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à consulter nos pages, visiter notre site web pour en savoir plus sur ce que nous faisons et consulter nos offres d'emploi et ne pas hésiter à postuler. Je vous remercie pour votre participation. Docteur Hervé, un dernier mot en vous remerciant pour la disponibilité. Je sais votre agenda très chargé, en partie à cause de APHRC, mais je vous laisse. Je suis en train de répondre au message de Daniel et de Ciao de l'autre côté. En tout cas, ce fut un grand plaisir de partager ces moments de webinaire. De telles occasions devraient quand même se renouveler parce qu'on a besoin quand même de partager nos petites expériences et d'apprendre aussi surtout des autres. Et cela aide bien sûr à renforcer la recherche au niveau de notre continent. Merci Diop pour l'opportunité. Merci à Fatou et à bientôt. Bientôt, Hervé. Merci beaucoup Hervé. Fatou, un dernier mot pour nos participants. De toujours nous suivre parce qu'on a mis en place des mécanismes de partage en fait de nos expériences, hein, et aussi de nos compétences à travers ces séries de webinaires, mais aussi que vous avez plein de ressources que vous pouvez retrouver sur notre site, que ce soit des publications sur des résultats d'études qu'on a menées qui peuvent vous servir, aussi bien dans l'écriture de vos propositions d'appel à candidature. C'est essentiel parce que nous sommes très concentrés sur toute décision basée sur des données probantes. Donc aujourd'hui, depuis que la recherche existe en Afrique, il y a eu des, entre guillemets, manquements sur la précision des données, la qualité des données, la qualité même de la collecte aussi, que nous essayons de pallier, entre guillemets, dans cette collaboration multidisciplinaire, on va dire, et qui permet aujourd'hui de pouvoir plus ou moins apporter des solutions aux différents challenges que nous avons sur le continent africain. Donc, il est important d'aller sur notre site et vous avez les offres d'emploi, vous avez les offres de stage, vous avez les offres d'incubation, donc de fellowship plus ou moins, des programmes de formation que vous pourrez retrouver. Et puis, vous avez des supports
sur les projets qui ont été déjà réalisés et qui peuvent vous inspirer. Merci. Cette belle occasion, Diama. Merci d'avoir partagé aussi ce panel, Hervé. Et puis, on se retrouve à l'annual meeting. À très bientôt. Bye Merci bye. beaucoup Fatou, merci Hervé. On se retrouve avec tous les participants qui recevront les notifications des prochains webinaires. Qui recevront également, qui pourront aller revoir un petit peu les vidéos sur YouTube. Restez connectés, vous pouvez suivre APHRC. Il y a énormément d'opportunités, comme le disait Fatou, de renforcement de capacité des chercheurs africains. Donc, je pense que c'est vraiment un moyen excellent. N'hésitez pas, vous qui êtes chercheurs, qui êtes dans les universités, à partager lorsque vous recevez le lien, le poster des webinaires, à le partager aux étudiants, à vos collègues qui puissent également en bénéficier ou qui puissent aller regarder un petit peu ces formations sur la page YouTube de APHRC. Je remercie chacun et chacune d'entre vous et je vous dis au mois prochain. Merci Hervé, merci Fatou, merci à tous les participants. Merci. À Bye très bye. bientôt.